Bienvenue à toute la communauté PB Football, bienvenue pour ce premier rendez-vous, le premier talk show du site des passionnés de football depuis la création justement du site. On va tout de suite commencer avec le sommaire parce qu'on a pas mal de thèmes à traiter. Direction Benjamin. Salut, comment vas-tu? Salut Benjamin. Salut à tous, ça va, ça va. Donc on va commencer par le sommaire. Donc, premièrement, on va évoquer la Ligue 1, les tops et les flops. Ensuite, on va passer par l'équipe de France au niveau international, voir ce que ça donne depuis l'arrivée de Deschamps. Et enfin, on terminera avec les polémiques du moment, les faits divers, le cas Lloris et le Gaël Villa. C'est parti. On va commencer par la Ligue 1. Donc moi je voulais commencer par parler de Marseille. Marseille qui, comme on l'avait prédit, a un sacré coup de mou parce qu'ils n'ont pas un effectif pléthorique. Même s'il y a quelques satisfactions, je pense à Valbuena qui arrive à maintenir son niveau en ce moment. Même avec l'équipe de France, il fait de très bonnes choses. Gignac aussi, malgré le fait qu'il soit toujours un peu fragile, avec sa blessure au pied, c'est une des satisfactions. Après, au niveau du jeu, c'est très décousu. Défensivement, ça tient, mais on sent un peu de fébrilité. Et offensivement, c'est le néant complet. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais... Ouais, effectivement, offensivement, c'est vrai que Marseille n'est pas épargné par les blessures et tout ce qui s'ensuit. Moi, je suis déçu de certains joueurs comme André Ayew qui n'a pas le rendement habituel, ou la méforme de Loïc Rémy parce qu'il était très important l'année dernière. Et là, on sent que il a du mal. Moi, Loïc Rémy, je voudrais revenir dessus, juste par rapport, par exemple, à tout le tapage qui a pu être fait autour de lui. On oublie très vite ce qu'il a pu faire avec l'OM, et puis à un moment avec l'équipe de France où il avait un très bon niveau. Il a marqué une trentaine de buts sur ces 2 saisons, ce qui est quand même ce qui en fait notre meilleur buteur sur les 2 dernières saisons. Et je pense qu'il faut arrêter un petit peu de lui jeter la pierre parce qu'il n'a pas eu de préparation, parce qu'il était blessé. C'est un mec qui va se réfugier dans le travail, qui bosse régulièrement et qui s'est fait descendre par son président aussi. Et ça, je trouve que c'est vraiment pas top. Moi je pense que sur cette Ligue 1, on pourrait parler du cas de Paris, le meilleur ennemi de l'OM justement. Alors Paris, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Paris, je vais te dire, ils font un début de championnat convaincant parce qu'au final, ils sont dans les 3 premiers, donc ce qui est vraiment pas mal. Après, au vu du recrutement qu'ils ont fait, c'est peut-être un peu en deçà des attentes. Et puis, il faut savoir aussi que l'équipe, elle est tirée vers le haut par Zlatan et qui fait un début de saison fantastique. Il me semble que c'est 10 buts en 13 matchs. C'est vraiment fantastique. On le voit avec la Suède. Le mec, il est très très chaud, il survole le championnat tout simplement. Ouais, il marche sur l'eau, c'est clair. Il marche sur l'eau, il met des buts stratosphériques. Il est vraiment c'est un grand joueur dans un petit championnat. On a vraiment l'impression qu'on a un grand qui joue avec des petits dans une cour de récré. Donc bon, c'est vrai que c'est impressionnant. Après, pour revenir sur le PSG directement, au niveau collectif, c'est pas encore ça. Trop d'individualité. Je pense à Pastore. Pastore, qu'est-ce que tu en penses toi? Pastore, ouais, c'est vrai qu'il déçoit parce que la première saison, elle a pu être une saison de transition pour enchaîner vers plus fort. Et là, on se rend compte que Pastore, il fait trop de gris-gris, il pousse pas assez les joueurs vers l'avant, alors que c'est son rôle. Et puis, c'est vraiment dommageable pour l'équipe. Et puis, on sent qu'il n'y a pas une osmose. Et en plus, les choix du coach sont vraiment à remettre en question parce que c'est pas des choix d'équipe en fait, c'est vraiment des choix où on compte. Des choix d'hommes, d'hommes plus, ouais. Voilà, plus des choix d'hommes c'est la méthode Ancelotti aussi. Hein. Partout où il est passé, c'était toujours très défensif. Le beau jeu, on repassera s'il y a des victoires. Les supporters s'en contenteront et en seront heureux. Après, il y a un concurrent sérieux pour Paris en ce moment, c'est l'OL, l'Olympique Lyonnais qui fait un sacré bon début de championnat malgré le fait qu'ils ont eu un mercato très agité. Ouais, alors comme tu l'as dit, à l'OL on a préféré alléger la masse salariale en vendant pas mal de joueurs. Et on aurait pu se dire que tous ces joueurs qui étaient partis, Kallström, Pjanic, allaient faire vraiment baisser le niveau de l'équipe. Au final, il y a une belle ossature parce que c'est un bon melting pot entre les joueurs d'expérience et les jeunes joueurs. Et une profondeur de banc qui fait que Lyon peut être vraiment très bien stable. Ouais, c'est ça, je pense que c'est ce que tu nous as dit. Il y a des très jeunes joueurs qui sont très bien encadrés. Il y a toujours de l'efficacité, je pense à Lisandro, qui est un petit peu moins bon au niveau du jeu, mais selon moi, naturellement. Après, au niveau des buts qu'il met, il est toujours là à la finition. Je pense qu'il a gagné sur sa finition depuis qu'il est à l'OL, mais il a quand même un petit peu perdu dans son rendement
juste uniquement en parlant de jeu. De Voilà. statistiques. Voilà. Ouais. Non mais comme je te l'ai dit, un joueur c'est pas seulement le mec qui va planter ou le mec qui va faire la passe, c'est aussi un joueur qui, comme Zlatan avec Paris, quoi, qui dégage une aura, qui draine les autres. Qui est actif aussi. Voilà, qui est actif. Et Comme il tu, joue pour, il est actif. Ouais. voilà, comme tu vois, Gonalon, il prend une autre mesure. Aussi Lacazette, qui est vraiment chaud. C'est avec des joueurs comme ça, entourés par Gomis, Malbranc et Alessandro, que ça va. Malbranc d'ailleurs, c'est vraiment intéressant parce que c'est un joueur qu'on croyait qui est perdu, enfin, dans les oubliettes du football, et finalement qui est étincelant, mais vraiment étincelant. À un poste, il joue milieu défensif, enfin milieu relayeur plutôt, alors que bon, il a toujours joué sur les côtés. Il a un sens, une vision de jeu qui est impressionnante. Ouais. Impressionnant. Bon, si tu veux, on va bien passer à l'équipe de France en fait, Ouais. parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Grosse actu, ouais. Grosse actu. Donc l'équipe de France qui a eu un remaniement au niveau du sélectionneur, on est passé de Laurent Blanc à Deschamps. Qu'est-ce que tu penses qui varie entre les deux hommes? Deschamps, la méthode Deschamps et la méthode Blanc, c'est vraiment pas la même. Blanc, c'est un entraîneur qui est un peu distant, qui n'est pas vraiment proche de ses joueurs, du moins c'est l'image qu'on en avait. Alors que Deschamps, ça va être complètement l'inverse. Il va vraiment être, comme il était à l'OM, essayer d'être le plus proche de ses joueurs possible. À l'OM, le problème, c'est que lui, il avait quelques problèmes d'entente avec certains joueurs. Je pense à Gignac, je pense à Valbuena. Oui, avec Valbuena, il y a eu quelques soucis au début. Et en équipe de France, c'est un peu l'inverse. Il retrouve des joueurs qu'il a connus quand il était à Monaco, Patrice Evra, des joueurs qu'il apprécie. Ribéry, Deschamps voulait le faire venir à Monaco d'ailleurs avant qu'il vienne à l'OM. Voilà, donc c'est très bien parce que c'est des leaders du vestiaire. Oui, et contrairement à Marseille, là il choisit ses Et joueurs. là il choisit, il a une vraie liberté d'action. Et Ouais. Et on va parler des résultats pour mettre ça en exergue. On voit que contre l'Espagne, la France a réalisé une belle prestation. Ils ont voulu jouer, ça a marché comme il fallait. Et avec l'Italie aussi, c'est pas mal. Au niveau des actions, les Italiens étaient plus forts, j'ai envie de dire. La France a été chanceuse. Mais on a joué le coup, on a bien joué le coup, c'était pas mal. il y a eu la réussite à la Deschamps, hein. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Il y a une transversale, une fois sur 100, elle est sur la transversale, et 99 fois sur 100, elle est à l'intérieur du but. Bon, Juste une petite parenthèse aussi, c'est que je vais reprendre le cas de Valbuena. Comme je le disais avant, les sélectionneurs, ouais, ils étaient entêtés à faire jouer Mendes par exemple. Un mec, il est sur le terrain, on dirait qu'il se fait royalement chier, quoi. Et là, on met des joueurs qui ont envie de mouiller le maillot. Par exemple, Mendes, il a beaucoup plus de potentiel que Valbuena, mais je préfère mettre un joueur Valbuena qui a la grinta, qui a envie de faire quelque chose. la Grinta, ouais. Et c'est ça qui est important avec Deschamps. C'est vraiment la méthode Deschamps, ça. Je pense que Valbuena aussi, il a acquis ça grâce à Deschamps quand il était à l'OM. Parce que même si c'est un joueur qui en a toujours un peu chié dans sa carrière professionnelle, voilà, c'est un mec qui va mouiller le maillot de A à Z. C'est pas Zidane, hein, mais c'est un joueur très précieux dans une équipe comme ça, je pense. Parce qu'il est capable de garder le ballon, de dynamiser une Il attaque. fait toujours les bons choix. Voilà, et là il est en forme, donc il fait les bons choix, effectivement, donc c'est plutôt positif. Moi je voudrais rester sur l'équipe de France, mais sur quelque chose de différent. On va passer sur la rubrique faits divers, avec notamment le cas M'Vila et le cas Lloris. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, notamment de Lloris? Lloris, on va commencer avec Lloris. Donc il a signé à Tottenham, et surtout dans une position où il y a déjà une hiérarchie installée. Et comme le gardien américain Brett Friedel ne fait aucune bêtise, il n'y a pas de raison qu'il aille sur le banc. Donc c'est Lloris qui en fait les pots cassés. Sachant que Lloris est le gardien de l'équipe de France, un vrai pays de football. Donc c'est dommageable pour lui. Et comme on le pense, en fait, pour moi, on ne met pas en question seulement le joueur, on met en question la mentalité française. Maintenant, les joueurs ils veulent se barrer à tout prix. Mais barrer à quel prix au final? Parce qu'il ne rejoint pas un grand club, il rejoint un club qui a du potentiel mais pas un grand club, et c'est dommageable pour son niveau, pour l'équipe de France au final. Ouais, après on peut être surpris aussi qu'il n'y ait pas des équipes comme Arsenal, Manchester United, bon ils ont recruté de Réa l'année dernière, mais il y a d'autres équipes de très bon niveau en Europe qui auraient pu recruter Lloris, et on se demande pourquoi ils ne se sont pas positionnés. Alors justement c'est peut-être le fait aussi que Lyon ait eu besoin de beaucoup d'argent. Ils ont donné un petit coup dans les fesses de Lloris pour qu'il parte rapidement et pour récupérer l'argent. C'est dommage parce que Lloris, c'est clairement un des meilleurs gardiens au monde. Hein, dans le top 5. Voilà, dans le top 5 mondial. Ouais. Il nous fait des parades en équipe de France incroyables. Il nous sauve contre l'Italie, il nous sauve contre la France. Et il se retrouve dans un club où il y a Friedel, où il y a Gomez, où il y a Codicini, qui sont tous vieux,
mais qui sont plutôt bons. Donc Friedel, il est régulier dans ses performances. Si on met Cudicini ou Gomez, c'est des joueurs qui sont capables d'assumer et d'assurer sur un match. Voilà, exactement, des joueurs d'expérience. Et c'est dommage pour Lloris, même si après on peut se dire que c'est quasiment sûr qu'il va jouer dans un futur proche, à moins qu'au mercato d'hiver, il ait joué que... Ouais, mais ça c'est peu probable, mais il aura sa chance incessamment sous peu, certainement. Bah écoute, on a parlé de Lloris, mais aussi on va parler de l'actualité vraiment qui nous intéresse le plus, on va dire, c'est le cas M'Vila avec sa suspension de 2 ans. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Bah, M'Vila, sa sanction, comme on l'a décrit sur le site, c'est démesuré parce que on a l'impression un peu que les dirigeants de la FFF, le président Noël Le Graët, ont voulu faire un exemple avec lui et c'est pas forcément ce qui était nécessaire parce qu'en comparaison, on peut se dire où est l'intérêt d'aller mettre 2 ans de suspension à M'Vila pour une simple sortie, qui a été peut-être dommageable sur un match, mais une simple sortie en boîte de nuit, contrairement à des mecs qui ont fait grève à Naïsna et qui ont refusé d'aller s'entraîner et donc de faire leur métier. Moi je trouve ça quand même complètement démesuré. Je suis super d'accord avec toi et puis d'autant plus qu'il faut souligner qu'on se prive de M'Vila pour la Coupe du Monde. Il ne fera pas les matchs de préparation, donc il n'y a pas de raison qu'il soit sélectionné pour la Coupe du Monde. Ça va être problématique, on se prive d'un bon joueur et j'ai peur que ça se transforme en éternel espoir tout simplement. Ouais, c'est ça, c'est que lui c'est vraiment une valeur sûre, hein. Il a un talent énorme, il y a beaucoup de grandes écuries européennes qui se sont fixées sur lui depuis très longtemps, depuis le centre de formation à Rennes, je pense au Barça. C'est un joueur qui a toujours qui a plusieurs éléments qui en font un futur grand, certainement. Après, on ne peut pas le juger maintenant, mais il a une vision de jeu, un sens de la passe. Physiquement, c'est un colosse, hein, et il court souvent. Oui, il a plusieurs poumons et c'est vrai que c'est bête de se priver de ce joueur. En plus, on peut casser carrément sa carrière. Il peut ne pas s'en relever. C'est vraiment dommageable. Après, au niveau des sanctions, on ne peut pas excuser non plus sa sortie. Ouais, bien sûr, mais là, c'est trop gros. C'est trop. Surtout pour M'Vila, parce que pour les autres, Mavinga, Ben Yedder, ils étaient loin de l'équipe de France. Ils avaient un palier à franchir. Et 1 an de suspension, c'est bien. Ils peuvent limite être sélectionnés pour la Coupe du Monde. Et là, le problème, c'est que M'Vila, ça annule toutes ses chances. Oui, c'est sûr. Et puis, espérons que ça ne lui soit pas trop dommageable parce que c'est. Et puis il n'y a pas qu'M'Vila, je te l'ai dit aussi, il y a Ben Yedder notamment. Qui fait un début de saison exceptionnel avec Toulouse, parce que Toulouse, voilà, c'est une équipe défensive, mais lui, il arrive à planter des jolis buts. Et puis là, on apprend qu'il est en train de réfléchir pour passer de la. Soit rester avec la sélection française à la sélection tunisienne. Donc imaginons qu'à la Coupe du Monde, il joue pour la Tunisie, France-Tunisie, et la Tunisie gagne 2-0 de Ben Yedder, on aura les boules. C'est le paradoxe à la française, hein, au final, parce qu'on va se retrouver avec des joueurs prometteurs, pour une fois qu'on a des joueurs vraiment prometteurs, même si au niveau de l'état d'esprit ils ne sont pas encore dans le moule, ça s'apprend aussi, hein, ça reste des jeunes joueurs de 20 ans, 22 ans, voilà, c'est vraiment dommage. Bon, l'émission touche bientôt à sa fin, mais juste avant on va passer au tableau récapitulatif, avec le programme à venir. Pierre, je te laisse présenter. Voilà, donc ça c'est le programme à venir, des interviews, notamment une interview exclusive à Dubaï, Belgique. Donc la rédaction PB Football est partie au Moyen-Orient, Qatar, Dubaï, Abu Dhabi pour vous donner leur vision du football. Et comme je l'ai dit, restez bien connectés à pbfootball.com parce qu'on a encore beaucoup de contenu de qualité à vous fournir. Donc restez connectés et d'ici là, à bientôt.